Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui, on clôt un petit peu cette saison avec pour moi l'un des films les plus intéressants, les plus beaux vus à Cannes cette année, qui est The Phoenician Scheme de Wes Anderson. Wes Anderson, c'est un cas très à part dans le cinéma américain, même international. D'abord parce qu'il déchire beaucoup le cercle cinéphile, le cercle critique. Bon, c'est un petit cercle, hein, on va dire, mais quand même, il y a rarement des artistes comme lui, des cinéastes comme lui, qui attisent autant de conflictualité, de clivage. Il y a ceux qui adorent, ceux qui détestent. Ça crée des réactions comme ça très très poussées. Et il y a du débat autour de Wes Anderson. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on peut se pencher dessus. Aussi parce que c'est un cinéaste très prolifique qui a tourné, qui a maintenant une œuvre d'une bonne quinzaine de films, ce qui a commencé depuis le milieu des années 90, qui ces derniers temps enchaîne à une vitesse assez impressionnante. Quasiment tous les 2 ans, on a un nouveau film de Wes Anderson, et il y a une prolificité, une productivité qui sont chez lui assez intéressante, puisque son cinéma ne ressemble à aucun autre, et en même temps il est immédiatement reconnaissable. Il y a une touche, une patte Wes Anderson qui chez ceux qui ont vu un de ses films est reconnaissable entre mille et tout de suite perceptible, parce que Wes Anderson se détache, se distingue de l'espace de représentation, on pourrait dire, du cinéma américain en général, d'un réalisme communément admis ou d'une forme narrative qui est celle partagée majoritairement. Il se distingue de cela, il est à part de cela, tout simplement parce qu'il a inventé un type de récit, un type même de composition du plan qui lui est particulière. Wes Anderson, il a cette composition, cette façon de filmer de manière assez frontale, avec un souci de symétrie, d'organisation maniaque du plan, qui fait qu'on l'a aussi beaucoup caricaturé et beaucoup décrié comme... on a souvent défini son cinéma où on l'a souvent stigmatisé comme un style maison de poupée. Voilà, pour ses architectures frontales, ses plans en coupe, cette façon d'organiser un monde avec un ordre comme ça très précis, minutieux, avec une grande minutie à l'intérieur du plan. On peut dire aussi que Wes Anderson pratique un cinéma qui est à la croisée de nombreux arts et artisanats. C'est quelqu'un qui, dans sa façon de composer les plans, amène aussi une culture qui est celle de la peinture, la mode, le design, les arts décoratifs, les ornements des enluminures, etc. Il y a tout un monde pictural plastique qui s'invite dans ces plans. On a vu fleurir ces derniers temps les parodies du style Wes Anderson, même des comptes Instagram qui reprenaient exactement ces compositions d'images avec une multitude de personnages, cette frontalité qui fait que les personnages s'adressent carrément face au spectateur. Et il y a quelque chose chez lui d'une sorte d'image de marque qui a à la fois été célébrée et aussi beaucoup moquée. Donc on va devant The Phoenician Scheme évidemment essayer de se faufiler entre toutes ces options. Ce dont on parle un peu moins souvent chez Wes Anderson, c'est, il faut le dire aussi, alors on a beaucoup parlé d'éléments visuels, d'aspects comme ça plastiques, mais il y a aussi son goût pour les récits, son imaginaire de bande dessinée, son inscription à la fois enfantine, mais aussi traversée par des tas d'affects parfois morbides aussi. Il y a ce goût des récits d'aventure à la Tintin, très rocambolesques, qui sont racontés à froid avec une sorte de tonalité distanciée comme ça, et qui est en soi très intéressante. Il y a une théâtralité aussi de Wes Anderson. L'un de ses derniers films, Asteroid City, évoquait l'école
théâtrale américaine des années 50. Voilà, il y a tout ça qui se réunit dans ce vortex de création qui est assez étonnant. Alors, en effet, il y a une forme de distanciation chez lui qui nous place face à une image, et c'est évident que c'est une image avec son artificialité et ce qu'elle peut avoir de faux aussi, ou en tout cas de joueur, de ludique, et en même temps il nous embarque dans des récits assez fous qui réveillent comme ça tout un monde de références, d'images, de souvenirs, et qui dialogue aussi avec ce qu'a été toute cette culture du XXe siècle qui nous traverse encore aujourd'hui. Et The Phoenician Scheme, vous allez le voir, c'est une aventure un peu à la Monsieur Arcadine, le film d'Orson Welles, autour d'une espèce de mania, d'un industriel et homme d'affaires extrêmement malin qui n'est pas avare en magouille, comme vous allez le voir. Et c'est une façon aussi pour Wes Anderson de remonter un peu aux sources de son cinéma, à savoir ce qu'il a beaucoup travaillé dans sa carrière, dans tous ses films, c'est la question de la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille ? Comment elle se compose et recompose, qu'est-ce qui définit un lien filial. Vous allez voir que toutes ces questions traversent le film, qui, comme souvent chez Wes Anderson, tient à la fois du jeu de loi, du jeu de piste, de l'emboîtement des formes scénaristiques. Vous allez voir que comme souvent chez lui, l'histoire se donne dans son plan même. C'est tout un ensemble chapitré, catégorisé, de chapitres et de sous-chapitres qui dessinent tout un embranchement. Il y a cette façon de dessiner le film comme ça, comme une grande mise en page, ou comme une façon de spatialiser un peu le récit. Et là, on a quelque chose qui remonte, malgré toute cette efflorescence formelle, à ce qui fait l'intériorité, la substance et peut-être la force du lien filial. Voilà, donc j'en dis pas beaucoup plus, je vous laisse découvrir le film, et puis comme on a l'habitude de le faire, on se retrouve à la fin. Je vous propose une petite lecture qui est une simple proposition et qui n'est que le prélude au débat qui va nous animer par la suite pour tous ceux qui voudront prendre la parole. Voilà, il y aura évidemment une discussion. Donc bon film et puis à tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était donc The Phoenician Scheme, la tractation phénicienne comme on l'a entendu au cours du film de Wes Anderson. Je me permets de faire de proposer comme ça une petite traversée, une lecture du film, voilà, histoire de placer quelques hypothèses, quelques idées, et puis après il y aura un micro qui va circuler dans la salle et on pourra tous en discuter. Alors, par où commencer ? Évidemment, il y a plein de choses à dire. Alors sur le style général de Wes Anderson, cette espèce d'approche très particulière que j'avais qualifiée tout à l'heure de distanciation ou d'un formalisme qui est assez particulier. Et puis ensuite, ce qui fait plus précisément les particularités de ce film. Très rapidement, on pourra y revenir de toute façon après, mais s'il fallait qualifier le style de Wes Anderson, son approche, cette espèce de façon de filmer où tout semble très organisé, très maniaque, un peu tiré à quatre épingles, on pourrait dire, avec des plans très composés, des symétries, des associations de couleurs, et puis une frontalité comme ça très prononcée. Moi, en revoyant le film, là, je me disais que son approche, elle est, pardonnez le mot qui est un peu, qui va nous rappeler des vieux cours de géométrie, mais c'est une approche orthogonale, je dirais, par angle droit. Où on aborde une situation sous un axe, et puis ensuite, il n'y a qu'un certain nombre d'axes possibles qui sont tous découpés à angle droit, en fait. Devant, derrière, à gauche, à droite. Il y a une quadrature comme ça qui est une forme, une grille comme ça qui est apposée sur les situations, qui réduit évidemment la possibilité de mouvement, mais par cette réduction vient une autre forme d'expression, d'expressivité.
voilà, qui passe par l'immobilité, par le verbe, par la retenue. Toutes ces choses-là organisent une autre forme de récit qui me semble, moi, très intéressante. Il y a aussi tout ce travail, évidemment, sur les décors, les accessoires. Il y a cette idée du plan, de l'image, du récit aussi, qui est entièrement manufacturé, qui est quelque chose de fabriqué de bout en bout, qui est une ciselure, hein, des couvertures des livres jusqu'aux tableaux qu'on voit accrochés sur les murs, de la vanité, c'est la tête de mort qu'il y a sur la table. Tout est voilà, une grande tapisserie de motifs, de signes, d'objets, de formes, voilà. Toute l'image est lisible, elle est à lire, elle est à déchiffrer, elle s'offre au regard du spectateur comme, voilà, oui, on dit une tapisserie avec une multitude de détails, tant et tant presque qu'on n'a pas toujours le temps de tout analyser et qu'on peut bien revenir au film. D'ailleurs, les choses passent assez vite, etc. Et on ne demande pas aux spectateurs de tout voir, de tout saisir, de tout comprendre. Des insectes qui sont collés sur la carlingue de l'avion lors du crash dans la jungle. Il y a des tas de choses à regarder, à observer. Mais voilà, il y a un foisonnement. L'image est une forêt dans laquelle le regard se promène. Et c'est, je crois, un des premiers grands plaisirs qu'on a devant l'œuvre de Wes Anderson, qui est cette espèce de générosité iconographique. Qui me semble, moi, voilà, toujours très fascinante. Et puis cette idée que un plan, une image de cinéma, une scène, voilà, c'est quelque chose qui se fabrique, hein, c'est un artisanat, ça se travaille à la main. C'est une grande organisation comme ça, dans laquelle l'acteur, le corps humain, est presque un objet parmi d'autres aussi, tellement... Enfin, on a souvent dit que les acteurs étaient un peu comme des figurines dans le cinéma de Wes Anderson. Ça dit quelque chose aussi de la façon dont tout ceci est organisé. Et pour moi, il y a quelque chose qui le distingue vraiment du tout venant du cinéma américain ou même du cinéma grand public aujourd'hui, c'est que, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais il y a quelque chose d'antinaturel, bien sûr, dans son approche. Hein. Il s'agit de se distinguer du fait d'essayer voilà, de travailler une scène comme si elle était réelle, comme si elle était présente, comme si elle était voilà, le naturalisme ordinaire en quelque sorte. Simplement parce qu'on a l'impression, alors j'ai dit un espace orthogonal comme ça, mais que l'espace de représentation du cinéma de Wes Anderson, c'est presque celui de la peinture médiévale, cette idée que le monde représenté se présente au spectateur. L'acteur, souvent, le regarde frontalement. La scène lui est ouverte, présentée. Tout est organisé dans un plan de Wes Anderson pour le regard du spectateur. Adressé à lui, tourné vers lui, présenté vers le regard du spectateur. Hein, et c'est une façon de rompre avec... Oui, je disais le naturalisme ou le mimétisme du cinéma ordinaire qui nous donne l'impression que les choses se passent comme ça devant nous, comme si elles avaient été filmées sur le vif, mais qui est une convention comme une autre finalement, qui est une construction. Alors que là, ce cinéma de Wes Anderson affiche sa construction, affiche son artificialité, la tourne directement vers le spectateur et invite son regard à se promener dans cette, oui, tapisserie ou que sais-je, et à y prendre un certain plaisir. On peut très bien considérer ces films, si on ne se sent pas submergé par ces grandes constructions, c'est une véritable fête pour le regard. Il y a tant de choses à voir, tant de choses à croquer des yeux que, bon, ben voilà, moi je trouve que c'est un plaisir, on pourra évidemment en discuter. Alors, il y a, chez Wes Anderson, on l'appelle souvent, voilà, on a souvent repéré chez lui une forme de dandysme. C'est une approche dandy qui se retrouve aussi chez ses personnages par leur flegme, par leur détachement, par voilà, cette langue élégante qu'il pratique, qui est un peu hors du temps, et puis aussi ces récits qui rejouent comme ça tout un imaginaire, souvent du XXe siècle, comme pour voir de quoi notre présence serait irriguée de toute une couche comme ça de souvenirs, à la fois culturels, esthétiques, politiques, enfin tout un imaginaire qui traverse les films, et celui-ci plus particulièrement, puisque il me semble, et ça encore on pourra en discuter, que le film travaille
quelque chose qui a été, au cours du XXe siècle, l'imaginaire du développement industriel des zones du tiers-monde, de ces grands projets de travaux qui ont été, par exemple, je sais pas, le canal de Suez, les choses comme ça, toute cette politique de grands travaux, d'aménagement, de développement des territoires étrangers, du colonialisme aussi, du colonialisme industriel, du colonialisme financier, du début du XXe siècle jusqu'aux années 60, avec toutes ces entreprises, ces consortiums, il y a les fameuses affaires financières qui se sont montées autour du canal de Suez, on y pense beaucoup. Le fait de parler de ce Proche-Orient comme de la Phénicie, du monde des Phéniciens, c'est aussi très intéressant. C'est une sorte de région géographique imaginaire, ou en tout cas reliée à un passé des anciennes civilisations, des civilisations défuntes. La Phénicie, les Phéniciens, c'était, je crois, une civilisation du Xe siècle avant notre ère, du Xe au 5e siècle avant notre ère, qui était dans la région à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban et un peu la Syrie, quoi, grosso modo, hein, avec cette langue, voilà. Donc c'est évidemment un pays imaginaire comme ça que Wes Anderson aborde presque comme un pays de bande dessinée, quoi, un Orient fantasmatique, et en même temps qui résonne avec beaucoup de choses, cette politique de grands travaux. Voilà, on voit bien que y a un barrage, il y a un canal, il y a un nightclub qui fait beaucoup penser à la boîte de nuit de Casablanca, le film de Michael Curtis avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Bon voilà, il y a des tas de couches, de références, d'imaginaires qui se mélangent dans le film, et à travers le personnage de Jaja Corda, qui est joué par Benicio del Toro. Il y a aussi plein de... ces grands manias, ces hommes d'affaires un peu mavericks comme ça, que Orson Welles a beaucoup incarné, que ce soit dans Citizen Kane ou Monsieur Arcadine. Voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui se mélangent. Ce serait vraiment, je pense, un travail à part entière que de démêler toutes les références qui innervent le film. Je ne vais pas m'y prêter, mais voilà, on voit un petit peu quel type d'imaginaire très 20e siècle le film traverse, à la façon aussi très synthétique, très schématique d'une bande dessinée. Hein, voilà, on parlait de Tintin au début, oui, on peut penser aux bandes dessinées d'Hergé, à Black et Mortimer, etc. Il y a plein de choses comme ça qui touchent à la ligne claire du film. Mais ce que fait Wes Anderson ici, c'est qu'il va mêler évidemment cette question du business international, cette tractation, cette affaire, cette négociation autour d'un projet d'aménagement et de grands travaux, à la question de la famille. Évidemment, voilà, c'est aussi un cercle proche, familial et parafamilial qu'il s'agit d'accorder autour de ce projet. Ça, c'est intéressant. La famille, c'est pas une question anodine chez Wes Anderson, puisque il la travaille depuis au moins La famille Tenenbaum, qui avait été un de ses premiers films très remarqués, avec toujours cette idée du patriarche un peu dévorant qui était joué par Gene Hackman dans La famille Tenenbaum, donc rôle plus ou moins repris par Benicio del Toro, hein, dont tout le film va explorer la relation de transmission et d'héritage qu'il essaye de construire avec sa fille pour boucler un peu ce deal, alors qu'il se sent menacé de toutes parts, et notamment par évidemment des intérêts qui le gênent et qui se sont réunis pour l'éliminer. Et donc voilà, tout le film tient sur cette relation entre le père et la fille qui n'existe pas, qui doit se recréer, qui doit se réinventer. L'un et l'autre sont extrêmement différents, puisqu'elle sort du couvent et lui est un madré, rusé, fiefé homme d'affaires. Et évidemment, ce qui est très drôle dans le film, et je trouve assez touchant, c'est que
Cette relation qui doit surgir, apparaître ex nihilo, se recréer en tout cas entre les deux, est qualifiée dès le début, et c'est vraiment un gimmick, un leitmotiv pendant tout le film, comme une période d'essai. C'est un terme assez entrepreneurial du monde corporatiste, période d'essai. Voilà, on se prend en période d'essai. Est-ce que je peux être... voilà, elle surveille si ce père peut être moralisable selon... ses croyances à elle, lui, il veut voir si elle peut être une bonne fille fiable en affaires et sur laquelle il peut s'appuyer pour dominer encore le marché comme il l'a toujours fait. Tous les deux se prennent dans une sorte de période d'essai et le probation que les anglo-saxons disent beaucoup même aussi en termes juridiques, hein, sa probation, voilà, chacun doit faire ses preuves envers l'autre et cette façon de ramener plaisamment le lien familial, le lien filial à une sorte de contrat, d'imaginaire contractuel et de choses très, très liées au monde de l'entreprise, c'est évidemment le jeu qu'organise le film entre les affaires, le business, les négociations, les pourcentages, etc., de la somme à réunir, et puis évidemment les enjeux de réunion ou de dissensions familiaux. Donc ça c'est assez intéressant, et même à la fin, à la toute fin, quand ils sont dans leur petit restaurant, Anatole Jaja remarque la bague au doigt de sa fille, il dit alors c'est bon, vous allez vous marier, et elle lui dit on est encore en période d'essai. Voilà, c'est vraiment un jeu là-dessus qui est très amusant. Évidemment, tout le film, alors, comme souvent chez Wes Anderson, le plan du film, le schéma du film est donné à l'intérieur de celui-ci, ici par l'assemblage de boîtes à chaussures qui contient à la fois les différents plans de construction, les sommes à rassembler. Donc, typiquement, c'est à la fois le plan d'action monétaire, financier des personnages, et c'est le chapitrage du film, grosso modo, hein, puisqu'à chaque boîte va correspondre une négociation, un déplacement dans cette Phénicie où ils devront aller voir leurs différents partenaires et essayer de les convaincre de couvrir le fameux gap, le gap qui est la somme assurantielle qui doit garantir le deal final, mais qui est aussi, c'est tout le jeu du film, qui renvoie aussi à une question émotionnelle et familiale. Ils le disent à un moment dans un des dialogues, le gap a aussi valeur émotionnelle. C'est évidemment le gouffre qu'il y a entre le père et la fille, et qui, à mesure de ces pérégrinations, de cette déambulation à travers cette Phénicie imaginaire, est-ce que ce gouffre filial va pouvoir lui aussi être comblé? Est-ce que quelque chose va se remplir entre les deux? Et effectivement, comme ils resteront ensemble, on imagine que oui. Voilà, donc c'est un petit peu ce schéma-là que le film traverse, avec une multitude de personnages. Ça, c'est aussi le goût de Wes Anderson, alors romanesque du récit d'aventure, ça c'est à la Jules Verne, je disais la bande dessinée, mais il y a aussi un romanesque très lié au roman d'aventure, roman exotique, etc. C'est présent évidemment, serait-ce que dans la jungle de Pacotille, dans ces décors très archétypiques que tout le film traverse, tunnels, salle de casino, club, etc., grand hôtel, barrage, voilà, ils sont vraiment chaque décor que Wes Anderson arrive à synthétiser avec son chef décorateur Adam Stockhausen, qui a un talent fou, il faut bien le dire, et qui est même une seconde fois mis en abîme au moment où le grand projet apparaît comme une maquette dans le grand hôtel lors de la scène de la présentation, une espèce de maquette où tout se mélange, barrage, voies de transfert, etc. Voilà, une grande maquette animée qui est presque l'image mise en abîme au 2e degré du cinéma de Wes Anderson, qui est maquetté, qui est un modèle réduit, en quelque sorte, de la réalité, ou d'un imaginaire plutôt. Mais voilà, et alors à travers ça, évidemment, il y a une dimension qui est encore plus profonde, puisque le film joue sur un décalage entre les scènes en couleur et puis les scènes en noir et blanc, qui nous transportent comme ça, à la fois dans les rêves de Jaja, mais aussi dans ce qui
voilà ce qui le travaille, qui est la mort en fait, hein, l'approche de la mort, le fait qu'il a déjà subi de multiples tentatives d'assassinat, que ça continue, qu'il est constamment blessé, qu'il a essuyé de nombreux crashs d'avion et que la mort est de plus en plus là, présente, permanente, elle se rapproche. Et le film joue avec une représentation symbolique du paradis, où même s'agence, se recompose la famille originelle, hein, puisque ces scènes au paradis confrontent Jaja à la fois à sa mère, à sa femme morte, assassinée, imagine-t-on, à sa fille aussi dans un âge plus jeune. Voilà, il y a une recomposition comme ça de la famille dans un ordre symbolique qui serait celui du paradis en noir et blanc, avec évidemment Bill Murray dans le rôle de Dieu. Bon, alors là, je vous laisse déduire toutes sortes d'interprétations, mais c'est assez marrant. Bill Murray, il est quasiment de tous les films de Wes Anderson. C'est un vieux complice qui était le héros de La Vie aquatique, par exemple. Voilà, le Steve Zissou de La Vie aquatique. Et voilà, et moi je pense que pour passer rapidement aux questions ou au débat, simplement pour moi il y a quelque chose de très profond dans le fait que Wes Anderson s'intéresse à la mort, le film l'affronte, c'est même c'est traité de manière assez comique et cartoonesque, mais c'est un film assez gore. Enfin voilà, il y a des scènes plutôt violentes, ça s'ouvre quand même sur un mec qui se fait exploser dans l'avion, le tronc explose, il ne reste plus que les jambes accrochées au siège. Donc voilà, il y a quand même du sang, de la violence, de la violence graphique dans ce film-là. Et c'est un petit peu très lié, je trouve, à la mise en scène de Wes Anderson, qu'on a décrit comme maniaque, minutieuse, parfois puéril dans sa façon de reconstruire des mondes comme ça, très organisés, très symétriques. Voilà, on a parlé d'un grand enfant qui jouait avec ses poupées, quoi, grosso modo. Quand on veut le critiquer, c'est ce qu'on dit. Outre que moi, je trouve ce travail un travail d'orfèvre, cette organisation, cette composition extrêmement minutieuse et travaillée, elle est pour moi minée de l'intérieur par quelque chose qui est évidemment la peur de la mort, le chaos aussi, le chaos de la violence, une dimension beaucoup plus anthropique que cette grande organisation du plan, cette grande construction des images vient conjurer, vient quelque part retarder et essayer de dominer, mais c'est là aussi présent. C'est-à-dire que sous ces symétries, sous ces beaux plans, il y a comme ça le progrès du chaos. Les explosions, les balles qu'on retire avec les doigts, toute cette violence comme ça, qui est la violence familiale et quasiment originelle, dans le sens où, qu'est-ce qu'on apprend au cours du film ? Bon, eh bien que tous ces affrontements, que toutes ces façons de se tirer la bourre avec les chiffres, cette rivalité, ce goût de la confrontation et cette prédation du capitalisme en quelque sorte, c'est inclus dans la scène origine des deux grands-pères, des deux patriarches, celui de l'oncle Newbar et celui de Jaja, qui, développant une espèce de gaz pour tuer les soldats ennemis sur le front lors des guerres, eux-mêmes se donnaient des coups de poing dans la salle du labo, parce que il faut savoir qui est le meilleur, qui sera meilleur que qui. C'est la fameuse phrase qui est dite à un moment et qui est un peu désignée comme la malédiction, quoi, cette espèce de rivalité stupide qui oppose encore Newbar et Jaja, et dont il faudra bien guérir, comme il faudra bien guérir de ce capitalisme qui prétend aller développer des pays en voie de développement, comme on dit, des pays lointains, et que le film résout par une dilapidation totale de la fortune pour un projet qui ne se fera pas, et qui est à la fin requalifié dans une forme beaucoup plus humaine de commerce, d'échange, de négoce, qui est le petit restaurant familial en quelque sorte, où la famille trouve une autre place à une échelle beaucoup plus humaine et une existence économique sans doute plus adaptée à ses besoins. Bon voilà, j'ai dit plusieurs choses, plusieurs pistes. Je ne veux pas non plus
je suis très bavard, hein, donc il faut en général me canaliser. Voilà, donc je disais des questions, c'est pas forcément des questions, il y a le micro, vous pouvez aussi simplement dire ce que vous avez pensé du film, voilà, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors oui, moi aussi c'était vraiment le plaisir des yeux, franchement c'est un vrai plaisir à regarder, à tel point que j'avais pas vraiment compris l'histoire. Au milieu du film, j'ai abandonné, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai dit bon allez, fais-toi plaisir, regarde. Donc heureusement que vous nous avez expliqué après, parce que maintenant j'ai un petit peu compris, je pourrais le revoir et mieux comprendre. Et en plus, avec mon niveau d'anglais, j'étais un petit peu obligée de lire les sous-titres parce qu'il y a quand même beaucoup de textes. Déjà, à chercher où étaient les sous-titres, qui étaient souvent des surtitres ou des coins-titres ou milieu de titres. Enfin, il y en a un petit peu partout. D'où le côté carré, on en retrouve même quand il y a du sous-titre. Et du coup, ça me donne envie de le revoir, éventuellement doublé en français pour peut-être mieux regarder les images finalement, plus apprécier, parce que là, c'était un petit peu compliqué de voir le tout, mais bon, ça reste quand même un grand plaisir, puis bon, ça oblige à aller revoir et c'est pas plus mal. Et effectivement, sur ce côté carré, moi, ce qui m'a fasciné, on était prévenus dès le départ avec la première scène de la salle de bain. Alors là, pour le coup, on était vraiment dans un carré avec des portes de partout, et ce petit ballet, là, finalement, donnait un petit peu le ton du film, et comme ça, on était un petit peu... Enfin, désolée, j'ai plein de choses qui m'étaient venues comme ça, donc je vais au fur et à mesure. Donc il y avait ça, il y avait les sous-titres, il y avait autre chose, mais ça ne m'est pas revenu maintenant. Mais enfin, c'est vrai que c'est de toutes ces images... Voilà, c'est les acteurs aussi qui, en plus du décor, donc eux, on a l'impression qu'ils prennent du plaisir, on leur demande d'aller dans un sens, et comme c'est que des acteurs qu'on connaît sur d'autres types de rôles, on sent que là, ils prennent vraiment un plaisir, ils composent, ils vont à fond, ils vont vraiment, peut-être même ils ont donné eux-mêmes leur sensibilité. Je ne sais pas comment ça s'est passé, donc éventuellement, si vous savez si chaque acteur avait un peu de liberté dans son interprétation ou non. Et sinon, il y avait aussi une deuxième question au niveau des décors. À un moment, bon, comme je regardais surtout les images, l'aspect de l'image, j'ai essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait être vrai et faux. Est-ce qu'il utilise du numérique dans ses... Je me suis posé des questions à des moments sur quand la fille arrive chez lui, là, dans cette espèce de grande salle, ce qui était réel, ce qui pouvait... Parce qu'ils n'ont pas reconstitué quand même la cheminée, le mur derrière. Je ne sais pas s'il y avait la table la table où ils sont assis, et quelle était la part du réel dans les décors et de ce qui peut avoir été fait en images de synthèse éventuellement. Alors, ça fait beaucoup de choses. Il y a plein de choses. Voilà. Non, mais je trouve très beau aussi ce plan, qui est un peu le plan du générique, quoi, le plan de la salle de bain où Jaja prend dans la baignoire, quoi, et prend son petit déjeuner avec les infirmières et le majordome qui dessine en effet une sorte de ballet, plan zénital comme ça, vu du dessus, avec tout le motif du carrelage qui se répète. C'est très décoratif, c'est assez beau. Alors, il y a déjà une question que moi je trouve, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'est vrai que ça parle beaucoup dans le cinéma de Wes Anderson. Il y a plein d'informations, il y a plein de choses à voir, plein de choses à entendre. Il y a des dialogues un peu mitraillettes comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un vrai problème de traduire les films. Comment on fait ? C'est pas évident. Il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre. La version française, le doublage, bon, voilà, ça permet de suivre un peu mieux et d'être un peu plus en prise avec le texte. Mais ça coupe quand même d'une dimension importante du film, qui est la voix des acteurs. C'est pas rien pour un acteur, sa voix, la façon dont il joue avec son... et donc, bon, c'est pas complètement satisfaisant. Et puis les sous-titres qu'on a tendance à faire passer pour la panacée universelle parmi les cinéphiles ardus, bon, c'est pas complètement satisfaisant non plus, parce que c'est déjà une entrave faite à l'image. C'est quand même une grosse inscription sur l'image. Et c'est un autre rythme qui attire le regard et qui nous sort aussi un petit peu du film. Donc là-dessus, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de solution parfaite. Bon, moi j'ai quand même tendance à préférer le sous-titrage parce que on entend les acteurs, quoi. Voilà, c'est important quand même d'avoir la voix des acteurs.
Mais oui, c'est vrai que bon, on est tenté souvent de les revoir une deuxième fois, les films de Wes Anderson. Alors pour les acteurs, comment est-ce qu'il... Oui, alors il y a un plaisir manifeste, hein, je crois. Et en plus, ce qui est assez, je pense, jouissif pour eux et pour nous, c'est que le personnage, très souvent chez Wes Anderson, c'est le costume. Le costume fait tout, quoi. La barbe de l'oncle Newbar. Le costume résume beaucoup le personnage, et une façon d'habiter comme ça son costume, presque comme une figurine qui doit être en effet très amusante. Sur ce thème du costume, moi je trouve que le personnage de Liesel, donc la fille, la nonne, est formidable. Et c'est vraiment, c'est 3 fois rien, mais c'est assez extraordinaire la façon dont le personnage s'étoffe par son costume. À partir de Liesel est évidemment un personnage qui porte une tenue religieuse avec son voile blanc, le visage encadré par un voile blanc, etc. Et c'est-à-dire que l'actrice Mia Threepleton, elle a bien souvent que le visage et la posture du corps pour jouer, mais surtout le personnage évolue par petits signes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle renonce à ses vœux, elle se maquille et elle troque ses collants blancs pour des collants de couleur. Et puis un petit peu plus tard, elle adopte la pipe. Hein, voilà, donc il y a une façon pour le personnage de se séculariser comme ça, donc il y a une évolution de ce personnage qui se fait par petites touches de couleur, quoi. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai eu le plaisir d'interviewer Mia Threepleton, donc l'actrice à Cannes, là, pour le passage du film. Il se trouve que c'est purement... c'est la fille de Kate Winslet, en fait. La fille de Kate Winslet et d'un réalisateur anglais. Et elle est très bien en interview. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est de jouer chez Wes Anderson ? Est-ce que c'est intéressant pour une jeune actrice de jouer dans un univers aussi contraint, où il y a tellement de contraintes verbales, physiques, on doit être à sa place, où tout est tellement cadré. Est-ce que vous avez pu quand même vous exprimer ? Elle me dit que la contrainte, c'est une grande liberté. Ça ouvre un espace qui n'est pas l'espace habituel du jeu d'acteur, mais ça ouvre autre chose qui permet peut-être sur une gamme différente, d'aller chercher des émotions d'une autre façon. Donc elle dit que c'est un vrai terrain de jeu, quoi, ce cinéma. Et qu'elle était très impressionnée quand elle a débarqué le premier jour de tournage dans le Palais Vénitien, parce qui est construit en dur, quoi, hein. Alors je ne sais pas s'il y a peut-être du numérique, j'imagine, dans les effets de, je sais pas, l'explosion de l'avion ou des choses comme ça. Oui, ça, j'imagine que c'est pas fait en direct, mais tout ce qu'on voit à l'image quand même dans les scènes dialoguées et autres est présent, hein. C'est une vraie construction, c'est un vrai artisanat, l'idée que les livres sont Wes Anderson. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une exposition, je ne sais pas si elle a encore lieu à la Cinémathèque française à Paris. Il y a une exposition Wes Anderson. Et on voit qu'il fabrique, que tous les éléments de décor, tous les accessoires sont fabriqués jusqu'aux couvertures des livres qui sont dessinés exprès pour les films, quoi. Alors dans celui-là, il y a plein de couvertures de livres, dans les autres films aussi. Mais il y a vraiment c'est le plaisir aussi de ce cinéma que de fabriquer son décor, que de reconstituer des mondes, des univers, des atmosphères, etc. Un peu comme des vignettes, quoi. Et il y a un vrai plaisir de la fabrication, du faire aussi, hein. Donc, oui, en tout cas, ce que me disait Mia Threepleton, c'est que cette salle, ce salon du Grand Palais Vénitien, elle est rentrée dedans et que tout était en place, quoi, hein. C'est là, visiblement, à l'écran. Donc il y a sans doute une part de numérique, je pense, pour des effets mobiles, dynamiques, des explosions, des choses comme ça, mais pas tant que ça, en fait. Oui, je peux juste faire toi, tu sais, parce que... pour dire qu'on avait invité Simon Weiss, qui est
qui s'occupait des maquettes particulièrement, donc, entre autres sur Asteroid City. Donc c'était l'année dernière, pendant notre événement sur les effets spéciaux qui s'appelle le Pit Zanguin, hein, fin janvier. Et donc il était venu montrer son travail, et sur Asteroid City, donc il y avait des maquettes de trains, mais immenses, hein, c'était pas des maquettes comment dire, d'un mètre de large, c'était beaucoup plus. Et effectivement, alors sur celui-ci, je ne sais pas en particulier, mais globalement, il y a très peu de recours au numérique, comme tu dis, effectivement, quand il faut vraiment faire exploser quelque chose. Mais voilà, l'avion, tout ce que vous voyez, à mon avis, tout est fait en maquette, en vrai, quoi. Ouais. Bonsoir, moi j'avais plusieurs remarques et je voulais rebondir sur ce que la dame venait de dire. À propos du jeu des acteurs, je pensais vraiment à une jubilation. Vraiment, c'est vraiment le mot qui m'est venu à l'esprit. Sinon, en voyant le film, c'est plutôt ce foisonnement, cette idée d'épopée. Vous parliez justement, par exemple, création du canal de Suez, donc c'est un peu tout ça, toutes ces épopées, voilà, ces aventures. J'ai pensé aussi à l'influence de Tati. Donc, je ne sais pas si c'est conscient, mais tout ce qui est rythmé comme ça, rectiligne, voilà, il y a une forme de tatisation, si je puis dire. Et puis là, je suis en train d'oublier ma propre remarque, parce que bon, faut cocher ce qu'on veut dire. L'idée de théâtre aussi, que c'est comme un vaste théâtre, évidemment avec une mise en scène extraordinaire et les décors évidemment, mais comme une vaste, vraiment tout un grand théâtre, voilà, qui est mis en œuvre. Voilà, et donc c'est fabuleux. Voilà, merci. Ben merci. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Il y a, le cinéma de Wes Anderson, ça me frappe toujours par la convergence d'arts multiples et d'artisanat, quoi. Alors on parlait de la fabrication des objets, tout ça, mais oui, il y a le théâtre qui est présent, la théâtralité même du jeu, de l'interprétation, qui est très stylisée. Alors on disait contenu, retenu, c'est pas toujours vrai, hein. Il y a des moments où les personnages s'énervent, où ils se bagarrent, où on monte le ton, etc. Donc il y a une vraie modulation dans le jeu. Il y a une scénographie. Bon, ça c'est clair, c'est évident, une vraie scénographie qui est présente dans les scènes. Il y a une musicalité dans les échanges, dans le ping-pong, dans les petits motifs musicaux qui se répètent à travers le film. Puis on entend plusieurs types de musique. Je crois qu'il y a un peu de Prokofiev, il y a un peu de Moussorgsky aussi. Il y a le Carnaval des animaux qu'on entend au moment de la grande maquette là. Voilà, enfin. Il y a un jeu sur la musique, il y a un jeu sur le romanesque, il y a un jeu sur la picturalité. D'ailleurs, voilà, on voit plein de tableaux pendant le film. Un Renoir dans la chambre de Liesel. Bon, voilà, il y a plein de... Et Wes Anderson a tenu... C'est des œuvres prêtées pour le film, mais ce sont les originales qu'on voit. Voilà. Bien sûr, c'est un film, donc... mais c'est pas du tout des reconstitutions, enfin des copies. Oui. Ce sont les vrais tableaux qu'il a utilisés. Il y a quand même un souci du détail vrai, quoi, qui est assez frappant, et toute une combinaison d'art. Et je dis d'art et d'artisanat parce que les costumes des personnages, c'est un sens de la mode, un sens de styliste, tout est important pour Wes Anderson, comment on s'habille, comment on parle. C'est le côté dandy aussi qui veut ça, sans doute, mais bien sûr, et ces films sont des grands recueils, des grandes plateformes d'exposition d'une multiplicité d'art et d'artisanat. Ouais, ça c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais une question m'est revenue en voyant le générique. C'est filmé en Panavision ou puisque le générique il passe comme ça ? Alors ça, je ne saurais pas vous dire en quoi c'est filmé. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Le format est carré, de toute façon. Mais le format est carré. Exactement 1,47. Mais je voulais faire une petite remarque par rapport aux personnages principaux en général dans ces films, parce que j'ai revu quelques-uns de ses premiers films récemment. Et donc, comme tu disais, souvent, oui, des figures masculines, parfois de patriarches, ou en tout cas de pères, qui ont quand même du mal à assumer ce rôle-là, à grandir, parce que souvent j'ai l'impression, tu avais cité La vie aquatique, et particulièrement, je trouve que c'est un bel exemple, c'est interprété par Bill Murray, où c'est clairement en fait un
un personnage qui a aussi cette question de filiation ou pas dans le film, et qui est au fond une sorte de petit garçon qui refuse de grandir et qui justement va déployer en fait toute cette mise en scène autour de lui. Alors en l'occurrence c'est une sorte de commandant Cousteau, avec son sous-marin, etc. Mais il y a d'autres exemples dans d'autres films, et même dans Rushmore, je me souviens, avec ce garçon qui est au lycée et qui fait des pièces de théâtre. Enfin, ce qu'on retrouve un peu à la fin ici, je trouve, avec cette mise en scène un peu baroque, très théâtrale. Et on a l'impression que c'est tout ce déploiement de mise en scène proliférante comme ça partout. En fait, c'est une espèce de tentative de masquer leur problème, en fait, qui est de grandir, en fait, d'être en contact avec leurs sentiments, entre autres, et avec le fait de reconnaître en l'occurrence, d'avoir une fille ou un fils, c'est reconnaître qu'on vieillit, etc. Je vois un petit peu de ça, en fait, à travers certains de ces films. Voilà. Bah ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on lui reproche aussi, hein. On dit Wes Anderson, cinéaste puéril, resté en enfance, qui n'arrive pas à sortir de sa chambre d'enfant, etc. Alors que moi, je trouve que cette part d'enfance qui est à la fois dans le côté ludique des films et chez les personnages aussi, qui sont des personnages qui jouent, qui s'inventent des costumes, qui s'inventent des identités, qui ont des troubles de filiation, oui, ça c'est vrai, c'est très vrai. Ça fait aussi partie de l'énergie, de la vitalité. C'est pas des films qui pourraient être, je dirais, enfermés dans une posture infantile, etc., qui serait un peu rance, pas du tout, ou régressive. Il y a pas c'est des films qui cherchent aussi beaucoup l'extérieur, qui vont vers l'aventure, qui ne restent pas figés dans une posture régressive ou très... bien au contraire, cette part d'enfance, elle est assumée et elle sert un espèce de déploiement du récit, une ouverture, au contraire, une espèce de multiplicité de personnages. Pour moi, ça va vers l'extérieur quand même, tout ça. Même si on peut dire que tout n'est que maquette, tout n'est que décor, fausseté, et que finalement on ne sort pas d'une espèce d'aquarium. Moi je pense que c'est pas vrai, il faut aussi prendre les récits un peu pour ce qu'ils sont et les vivre au premier degré aussi, hein. C'est pas parce qu'il y a cette distanciation qu'on ne peut pas ressentir un certain élan de l'aventure, des décors, du monde comme ça qui s'offre un petit peu dans les films de Wes Anderson. Donc je pense que cette part d'enfance, elle est importante et elle n'est pas si problématique que ça pour moi. Alors, oui, en tout cas, je ne le disais pas de manière négative, hein, évidemment. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, peut-être pour terminer, après je vous passe la parole, juste dire que, c'est malgré tout ce que tu décris, effectivement, le côté artificiel, etc., on a des personnages qui, au final, sont quand même émouvants, alors que si c'était vraiment ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire purement un truc d'enfant qui joue avec des poupées, ça ne devrait pas en fait produire cet effet-là. Donc, le fait qu'il arrive à nous émouvoir, en fait, c'est aussi le signe qu'il y a une profondeur malgré tout. Et de fait, je trouve que nombre de ces personnages sont très touchants. Alors, peut-être plus ou moins selon les films ou selon les histoires, mais voilà. Ah, mais je pense aussi, je suis tout à fait d'accord. Oui. Bonsoir. J'ai eu quand même beaucoup de mal à faire le lien entre toutes ces images. Et je voulais vous demander, est-ce que j'ai raison en pensant qu'il y a 3 groupes? Donc le groupe familial avec toute la complexité. D'un autre côté, dans ce monde des affaires, ceux qui représentent officiellement, qui sont, disons, les honnêtes, entre guillemets, et ce représentant américain, très complexe aussi. Voilà. Est-ce que ça se joue parmi ces 3 groupes? Ces 3 groupes de personnages. Oui, c'est difficile à dire. Il y a en effet Korda et son cercle proche, son cercle de proches.
parmi lesquels je mettrais moi le personnage de Bjorn qui est joué par Michael Cera et qui se révèle être un espion et puis ensuite qui veut proposer d'être un agent double, mais c'est aussi les identités réversibles des personnages de Wes Anderson. C'est-à-dire que bon, oui, il était pas, il est espion, il l'est pas. À un moment, il change complètement d'apparence. Il a une petite moustache, etc. Puis il devient sûr de lui. Il n'est plus du tout ce scientifique, cet entomologiste timide et voilà, et un peu geek des débuts. Donc il y aurait le cercle proche de Korda, il y aurait ses ennemis, ses adversaires, c'est-à-dire les intérêts financiers, les actionnaires, la table d'actionnaires qui se réunit pour essayer de faire monter le taux des matières premières, des outils, des rivets, etc., pour bloquer un petit peu ces affaires et creuser le gap. Et puis le troisième cercle, ce serait quoi? Ce serait un petit peu, je sais pas, ses associés ou les gens avec qui il traite affaire, les différents consortiums. C'est marrant parce que à la fin, il y a le moment où ils signent tous le contrat dans le grand hôtel là, et tous les associés sont réunis, enfin ceux qui mettent la main à la poche, et puis ils sont présentés par des petits, des petits chevalets comme ça qui les présentent. Et puis alors il y a le consortium, il y a le syndicat, et puis Mathieu Amalric, qui est le directeur de la boîte de nuit, c'est marqué gang. Donc il y a vraiment toutes les formations financières possibles jusqu'aux criminels. Donc c'est qu'en fait il y a plein de cercles et tous les cercles s'entrecroisent. Et je pense que les personnages, ils n'arrêtent pas de changer de cercle, quoi. Il y a une autre chose. Il y avait régulièrement des tableaux avec les pourcentages, qui changeaient tantôt. Il avait des concessions. Et alors ça ressemble étrangement avec le jeu que joue Trump, qui d'un jour au lendemain, alors, je ne sais pas s'il fait une allusion à ça ou bien propre à ces gens-là qui... alors ça, c'est très difficile à dire. C'est très difficile. C'est une question intéressante, qui serait le rapport de Wes Anderson à l'actualité, qui semble assez lointain, assez cryptique. Et c'est pas évident le rapport de Wes Anderson à l'actualité. Et pourtant, on sent que le film n'est pas complètement dans une sorte d'imaginaire complètement autonome, une bulle qui planerait comme ça. Oui, il y a une grande part d'imaginaire, et puis en même temps, ça dialogue un petit peu. Ce Zaza Korda, homme d'affaires trublion, on peut le relier à des choses qu'on connaît, à des figures qu'on connaît. Trump, je sais pas, mais peut-être, pourquoi pas. Et puis, pourquoi c'est à ce moment que Wes Anderson réinvente une sorte de pays imaginaire, tiens, à l'endroit du Proche-Orient, qui est quand même pas une région complètement neutre ou anodine aujourd'hui. Il y a plein de choses comme ça dont on pourrait dire qu'il caresse, il touche un petit peu à l'actualité, mais bon, de manière assez distendue, ça il faut bien le dire. Mais c'est une question intéressante. Voilà, je pense qu'on pourrait s'imaginer aussi que le film commence avec la scène du restaurant. Et tous ces personnages, quelqu'un qui les observe avec un peu d'imagination pourrait remonter à partir de cette scène-là. Voilà. Oui, on peut voir aussi le fait de passer du statut de mania de la finance, d'homme extrêmement riche, de milliardaire international, à simple commerçant, restaurateur, artisan restaurateur. C'est aussi l'action soutenue de Liesel qui, avec ses principes, avec sa morale, est parvenue quand même à amender un petit peu ce personnage et à amender aussi le capitalisme forcené et dérégulé qu'il représente. C'est aussi on dit toujours que Wes Anderson il est déconnecté des questions comme ça, que c'est un cinéaste qui est dans son univers, un petit peu loin de tout. Non, moi je trouve qu'il aborde des choses.
par le symbolique, par la stylisation, mais il touche à des tas de choses très intéressantes qui ne sont pas des questions si déconnectées que ça. Oui, c'est peut-être absurde, mais je voulais vous demander, ce film m'a fait penser à Babylone, le film, qui était excessif, et ce film-là, je l'ai trouvé aussi un peu excessif. Ça me fait penser aussi à Trump, c'est marrant. Ouais. L'entrepreneur, le chef d'entreprise qui fait tout, qui n'a pas de scrupules. Et est-ce que c'est complètement aberrant? C'est une farce pour moi, finalement. Je l'ai pris comme Babylone pour une farce, une exagération, et pas à prendre au premier degré. Parce que quelqu'un qui échappe tout le temps à la mort, c'est pas possible. Et donc, dans ce cas-là, je pense que c'était l'exagération. Oui, il y a beaucoup d'humour dans le film. Et puis il y a une façon de jouer comme ça aussi avec l'extraordinaire, l'imaginaire, l'aventure. Wes Anderson, il se maintient à une distance raisonnable du réalisme. Quand on parlait d'un imaginaire de bande dessinée, je pense que ça marche aussi pour ces personnages qui sont excessifs, qui jouent avec le stéréotype, on est dans un espace schématique qui assume une certaine schématisation, qui assume une certaine simplicité ligne claire et qui en même temps fait fourmiller aussi des tas d'autres choses. Donc, alors Trump, je sais pas, oui, c'est possible. Je pense que ça peut accueillir de multiples interprétations et des rapports assez contrastés à l'actualité d'aujourd'hui. Pourquoi pas? Mais je veux surtout pas bloquer une interprétation je laisse ça ouvert. Le rapport avec Babylone, alors ça, Babylone, ça m'avait l'air d'être plus dans un régime de cinéma grand public majoritaire, mais c'était sur l'histoire d'Hollywood, je crois, Babylone. C'est sur les années 20. Le parcours d'acteur où il y a une façon aussi de refaire un petit peu toute l'histoire du cinéma comme ça dans une fable un peu ample et décadente, presque une sorte de péplum hollywoodien. Mais Wes Anderson, je pense que c'est un film plus, j'allais dire modeste. Je pense que c'est un film à plus petit budget, le film de Wes Anderson, et pour moi il y a quelque chose qui se différencie d'un film comme Babylone, qui serait l'approche plus formaliste, plus ouvertement cette frontalité, cette façon de composer qui pour moi appartient vraiment à Wes Anderson. Alors peut-être qu'ils se connaissent les deux, je ne sais pas du tout, mais il faut savoir, en tout cas je précise ça parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, que Wes Anderson n'est pas exactement un cinéaste américain comme les autres, dans le sens où il n'est pas très intégré dans le système des studios. Là, on voit le logo d'Universal au début, parce que Universal distribue le film aux États-Unis et dans une grande partie du monde. Mais Wes Anderson, il est financé surtout par un mécène. C'est un système de mécénat comme ça. Il trouve ses fonds d'une manière qui en passe par le mécénat et qui lui garantit une indépendance totale. Et c'est quelqu'un qui fait ses films exactement comme il le veut, d'une manière assez à contre-courant de ce qui se fait à Hollywood, y compris Babylone. Et on le voit de toute façon dans son style très marqué, très prononcé. Cette espèce de personnalité qui s'imprime à l'écran, c'est un véritable auteur, Wes Anderson. C'est pas facile aujourd'hui à Hollywood de tenir comme ça. Et lui, il a trouvé un système de mécénat pour financer ses films qui lui permet de faire ce qu'il veut. Et donc, ces films sont quand même distribués par un studio, mais seulement distribués. Alors et bien sûr, après c'est plus compliqué que ça, l'apport en distribution, ça permet aussi de financer les films. Bon, on va pas rentrer dans ces détails, mais c'est quelqu'un qui a réussi à garantir son indépendance. Et aujourd'hui, il faut arriver à faire ça pour continuer à être cinéaste. Ouais, son premier film, c'était Bottle Rocket, je crois que c'est
à le classer vraiment dans la catégorie cinéaste indépendant américain, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il a commencé dans le champ de l'indépendance. Bottle Rocket, ça a d'abord été un court-métrage qu'il a tourné avec ses camarades d'université, dont les frères Wilson, parmi lesquels Owen Wilson, qui est devenu un acteur plutôt de comédie par la suite, mais qui a fait vraiment partie de la bande proche Wes Anderson pendant un petit bout de temps. Et Bottle Rocket, qui a d'abord été un court-métrage, il l'a adapté ils sont montés à Los Angeles. C'est toute une bande qui est originaire de Houston, au Texas. Ils sont partis à Los Angeles, ils l'ont adapté en long-métrage en 1994. Et puis, voilà, ce film leur a permis d'en tourner un autre, et ainsi de suite. Mais oui, bien sûr, il a commencé dans le champ du cinéma indépendant américain. Il a d'abord été assimilé à ça. Et aujourd'hui, Wes Anderson, il habite plus aux États-Unis, il est réinstallé en Europe. Il habite entre l'Angleterre et la France. Et le film est tourné en Allemagne, dans les studios de Babelsberg. Et il travaille exclusivement en Europe aujourd'hui, Wes Anderson. Asteroid City était tourné en Espagne. Voilà, il est détaché d'Hollywood. Alors, il a commencé dans le cinéma indépendant, mais aujourd'hui, il assume et il marque une claire influence européenne. Et je pense que c'est pas rien pour un cinéaste américain de se dire, voilà, je fais le saut de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, donc ça aussi, c'est une sorte de marque d'indépendance, quoi. Bon, voilà. Peut-être on peut s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Et puis c'était donc la dernière séance avec toi cette saison. La programmation cinéma se poursuit jusqu'à mi-juillet, et puis ensuite on aura un arrêt pendant l'été, et on reprendra à peu près mi-septembre, donc vous aurez les programmes, je pense programme papier fin août, et puis sur internet au début août. Merci beaucoup. Et bonnes vacances à tout le monde.